Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à ITV et E-Media. On vous le dit assez souvent, le monde est immense au-delà de nos murs d'habitation et que E-Media est toujours à l'heure africaine et cherche à abaisser les frontières entre nous et fait vivre donc la mitoyenneté avec les frères du Bénin qui sont ce soir à l'honneur. Le Bénin qui a vécu dans le calme le scrutin présidentiel. Les dépouillements se font d'ailleurs en ce moment en mode fast track parce qu'il n'y a pas eu aux dernières nouvelles autant de ferveur et d'enthousiasme parmi les près de 6 millions d'électeurs qui avaient été appelés aux urnes ce dimanche 11 avril. Donc en termes de participation, c'était un peu faible. Il n'y a pas de suspense non plus, puisque le président Talon, sans surprise, donc, risque d'occuper une nouvelle fois le palais de la Marina, comme on dit là-bas. L'élection, selon des commentateurs et des observateurs, a été complètement verrouillée là-bas. Donc, ITV et Immédiat donc, organise ce soir un banquet spécial dédié au Bénin pour débriefer cette journée d'élection et voir également les perspectives qui vont venir. Nous avons sur ce plateau M. Pape Ibrahim Khan, qui est un spécialiste de la sous-région et qui nous vient d'Ossiwa, Open Society Initiative for West Africa, une fondation, si je ne m'abuse. Bonsoir, M. Khan. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Nous recevons à nouveau également M. Ladislas Didier Lando, qui est étudiant ici en journalisme et qui s'intéresse également si près, si loin, donc à son pays. Merci beaucoup encore une fois, M. Lando, d'être là avec nous. Merci. Jusque j'ai déjà fini les études en journalisme. Je suis journaliste actuellement. Ah, très bien, vous êtes un confrère. Merci. Bienvenue dans la galère. Merci. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Nous avons en ligne donc pour ouvrir cette édition spéciale notre confrère, un correspondant du nom de Salomon Dessous, qui est journaliste sur place. On va le saluer. Bonsoir Salomon. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Oui, merci beaucoup, merci. Nous allons vous prendre rapidement pour vous demander de nous faire le point de cette journée. Et les informations qui parviennent disent que tout s'est passé dans le calme, il n'y a pas eu de violence, mais que la participation était relativement faible. Est-ce que vous pouvez confirmer ces informations? Oui, exactement. La participation est très faible. Pour le compte des élections présidentielles, les Béninois étaient effectivement aux urnes ce dimanche 11 avril. Déjà, dès 7 heures ce matin, les premiers bureaux de vote ont ouvert trois duos en liste, notamment le candidat président sortant, candidat à sa propre succession, Patrice Talon, et sa colistière Talata Tchabissi. Donc, les premiers de vote, comme je le disais, sont ouverts à 7 heures et ont fermé à 16 heures. Mais là, globalement, le taux de participation est très faible, loin des longues files d'attente qu'on avait observées en 2016. Au centre du Bénin, on n'a pratiquement pas fait le vote parce que le 6 avril dernier, il y avait eu quelques violentes manifestations dans cette partie-là du pays et même au nord, hein, même au nord. Donc, à Tchaourou, par exemple, la ville de l'ex-président Boniaï, les gens n'ont pas pu voter là-bas parce que les manifestations du 6 avril dernier ont empêché les gens de sortir. Donc, voilà, globalement, moi, je suis actuellement à Ouida, la ville du chef de l'État où le taux de participation est au-dessous de 50%. Je crois que globalement, les Béninois ne sont pas du tout sortis pour cette élection pour plusieurs raisons, parce qu'il y a beaucoup, les grandes figures de l'opposition ont vu leur candidature invalidée par la Commission électorale autonome Sénat. Et ces candidats-là ont demandé certainement à leurs militants de rester à la maison, de rester à la maison. Donc, voilà un peu ce pourquoi les Béninois ne sont pas sortis. Les compilations sont en cours en ce moment. Nous vous reviendrons peut-être certainement
domaine pour les grandes tendances. Très bien. On vous pose une deuxième question. On a dit que les dépouillements ont commencé et qu'ils se feraient d'ailleurs très vite en raison donc du faible taux de participation. Est-ce que vous avez des chiffres en termes de tendance et également les différentes déclarations que les candidats ont faites? D'abord le président ainsi que les deux autres candidats les impétrant donc à cette élection. Il faut reconnaître que dans les bureaux de vote que nous avons sillonnés, que ce soit à Cotonou, à Ouida et à Comé, le président, le duo Talon-Talata, ce duo-là est en tête, largement en tête. Mais quand on voit le nombre d'inscrits et le nombre de votants, c'est vraiment déplorable. Donc, c'est ce que je peux dire. Et les déclarations du président, le président Patrice Talon, candidat à sa propre succession, a regretté ce matin à 10 heures, quand il votait après son vote au quartier Zongo à Cotonou, que les violences qui vont penser les plaies et ça, ces violences-là ne se reproduiront jamais dans le pays. Voilà un peu les tendances. La Sénat est en train, les différents correspondants de la commission électorale autonome sont sur le terrain et ils sont en train de convoyer les résultats vers la Sénat. Pour le moment, je ne peux donner un chiffre officiel, mais ce que je sais, c'est que la participation n'est pas à la hauteur. Les Béninois ne sont pas du tout sortis. Et là, on se pose des questions, on se pose des questions. Hein. Il y a 1000 questions. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Parce qu'il n'y a pas ces grandes figures de l'opposition ne sont pas dans la compétition ou parce qu'il y a la peur, parce que c'est les 6 et 7 au nord et au centre du pays ont poussé les gens à ne pas sortir. Les gens craignent les violences. Nous nous posons toutes ces questions-là. Merci beaucoup, M. Salomon Dessous, donc le correspondant d'E-Média à Cotonou qui se trouve actuellement à Ouida. Merci beaucoup. Merci, Alassane. Bonne soirée. Nous revenons sur le plateau avec M. Khan. Donc, un faible taux de participation. Est-ce que ça va poser le problème ou la question de la légitimité dans ce pays? Nécessairement que ça va poser problème. Vous savez, cette situation-là est l'aboutissement d'une crise qui a commencé depuis la révision constitutionnelle. Le président en place a voulu avoir sa constitution à lui. Il a voulu mettre en place un système qui lui obéit totalement. Il a créé une situation dans laquelle il est l'alpha et l'oméga de tout dans le pays. Et donc, il se retrouve maintenant face à une situation qui est très, très, très difficile à gérer. Difficile à gérer pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est que la crise politique qu'il a créée continue et maintenant prend une forme violente parce que le Bénin, depuis 1990, connaît régulièrement des élections, mais la violence qu'on a connue cette fois-ci n'a jamais été, en tout cas, perçue par les Béninois eux-mêmes comme quelque chose qui faisait partie de ce processus électoral. On a déjà dénombré, il me semble, 2 morts. En plus, il y a des groupes qui ont commencé à aussi prendre position, comme par exemple ce qu'on appelle les chasseurs, qui commencent à s'opposer de façon violente aux services de sécurité. Et le fait qu'au centre du pays, qu'on n'ait pas pu voter, que le matériel électoral soit arrivé même en retard, est lié à cette situation. Donc ça, c'est déjà une crise d'insécurité qui s'ajoute à la crise politique. C'est ça, et vous appelez ça une dérive autocratique, c'est ça? Totalement, totalement. Et ça, c'est une tendance lourde que l'on observe dans la sous-région, peut-être qu'on y reviendra. Mais ce qui va se passer pour moi, c'est que ce président va être élu, mais il va difficilement gérer le pays. Très bien. Et donc, on va se retrouver avec une crise socio-politique, mais dans une région qui est déjà en proie à l'insécurité.
provoqués par d'autres groupes. N'oubliez pas que le Bénin est voisin du Nigeria, le Bénin est voisin du Niger et le Bénin est voisin du Burkina Faso. Et qu'il y a 1 ou 2 ans, à la frontière entre le Bénin et le Burkina Faso, il y a même eu un attentat, en tout cas des Européens qui étaient venus, des touristes européens qui étaient venus en visite, exactement, qui ont perdu la vie. C'est ça, il a fallu l'intervention française. Donc maintenant que la crise, une violence commence à s'installer au centre du pays, on a vraiment bien peur pour l'avenir du Bénin. Très bien, donc on peut dire à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. On va donner la parole à M. Ladislas Didier Lando, qui est le président de l'association des étudiants et stagiaires béninois installés ici au Sénégal. Et vous êtes en même temps journaliste. Exactement. Alors, d'abord, la première question, vous n'avez pas pu voter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que ici à Dakar, la majorité de ceux qui sont sortis n'ont pas pu voter parce qu'ils n'avaient pas leur nom sur la liste électorale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour voter, il faut être inscrit dans le fichier électoral. Et moi, par exemple, je suis inscrit dans le fichier électoral, mais je suis inscrit au pays. Depuis les élections de 2016, il n'y a pas eu une mission du COS-LEPI qui est venue pour enrôler les gens. Donc, tous ceux qui sont venus après les enrôlements de la dernière mission qui date d'avant 2016 n'ont pas leur nom sur la liste, donc ils ne pouvaient pas voter. Premièrement. Alors, deuxièmement, j'ai remarqué sur le terrain, puisque j'ai couvert les élections, j'ai remarqué qu'il y en a qui ont voté en 2016, mais qui, on ne sait pas quelle magie, ne retrouvent pas leur nom sur la liste en 2021. Et il semblerait même qu'en fait, la liste a été à la limite épurée, puisque le nombre d'inscrits en 2016 n'est pas le même nombre d'inscrits que nous avons en 2021. Et autre situation extraordinaire, il faut le dire, c'est qu'on a ouvert le bureau de vote de Dakar et on demande aux Béninois résidant au Maroc et en Algérie de venir voter à Dakar. Donc vous ne voyez pas quelqu'un prendre un billet d'avion du Maroc ou de l'Algérie pour venir juste mettre un bulletin dans les urnes et repartir. Bon, il y a eu donc beaucoup de quoi que c'est des problèmes de l'administration, qui relèvent de l'administration exactement. béninoise. Je rappelle que nous sommes sur l'ensemble du réseau synchronisé d'E-Média, à la radio notamment, où l'émission est passée en direct comme à la télévision. Et au cours de cette édition spéciale, nous allons prendre par Zoom donc les outils technico-médiatiques. Monsieur Donclan Abalo, qui est un membre de l'opposition là-bas au Bénin. Donc, monsieur Ladislas, quelle lecture et comment avez-vous perçu ce qui s'est passé chez vous tout au long de la journée? Ce qu'on retient, même chez le président, les gens n'ont pas beaucoup voté. Comment vous analysez ça? Alors, moi, la première des choses qui me réjouit, c'est qu'on a voté dans le calme. Il y avait une certaine tension, on avait beaucoup peur, on craignait des violences, mais apparemment, des informations que j'ai eues, il n'y a pas eu de violence, en tout cas pas autant qu'on le craignait. Ça, c'est à saluer. Bon, comme l'a dit le correspondant, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il semblerait qu'il n'y a pas eu un fort taux de participation. Les gens ne sont pas sortis voter. Et je pense qu'on peut l'arrimer à deux choses. Premièrement, quoi qu'on puisse dire, c'est vrai que Talon est le président du Bénin, mais Talon n'est pas le seul homme politique du Bénin. Il y a d'autres tendances au Bénin aujourd'hui. Et d'une manière ou d'une autre, moi, je refuse le terme d'exclusion. Ils n'ont pas été exclus des élections, mais ces derniers n'ont pas su se préparer à temps pour participer à ces élections. Parce que moi, ce que je reproche à l'opposition béninoise, c'est entre autres le fait de mener des batailles circonstancielles. L'opposition s'est battue pour participer aux législatives. Ils n'ont pas pu participer aux législatives. Ensuite, ils se sont battus pour participer aux communales. Il y en a qui ont participé, mais il y a une loi qui dit que quel que soit le nombre d'électeurs que vous avez, de votants que vous avez dans votre commune, par exemple, si sur le plan national,
vous n'avez pas 10% des votants sur le plan national, vous n'avez aucune commune. Ce qui fait que quand vous prenez par exemple un parti comme le PRD d'Adrien Humbedi, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin, qui a été 2 fois deuxième aux élections contre Yahi, il a gagné Porto Novo, qui est la capitale, mais il n'a pas pu avoir de conseillers tout simplement parce qu'il n'a pas eu 10% au niveau national. Bon, tout ça, c'est dû aux réformes, aux réformes du système partisan. Mais en fait, le problème, moi, je dis, l'opposition n'anticipe pas. Ils mènent des batailles et ils ont mené la bataille de la présidentielle. Et croyez-moi, nous avons les législatives qui doivent venir en 2023. En 2023, on risque d'avoir le même problème. Donc, on n'a pas une opposition structurée et organisée. D'accord. Donc, quand on vous suit bien, M. Khan, ce que dit M. Ladislas, donc l'opposition ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes, n'a pas fait son travail, était dans une forme de somnambulisme, était en train de dormir. Est-ce que tout ce qu'il dit vous agrée? Non, je nuancerai le propos. Je nuancerai le propos parce que je trouve que le Bénin est un pays qui a été démocratique, qui a même inspiré tout le processus démocratique qu'on a connu en Afrique de l'Ouest depuis 1990. C'est grâce au Bénin que la technique de la conférence nationale a été créée et qui a été pratiquement reprise par presque tous les pays qui ont vraiment voulu démocratiser leur système politique. Donc ce n'est pas nouveau. Donc l'existence de partis politiques, le fait que les partis politiques participent à des élections, aux joutes électorales, ce n'est pas aujourd'hui. On a même, pour vous donner une idée des progrès réalisés dans ce pays par le passé, on a même vu un président qui n'a fait qu'un seul mandat. Et donc, ça veut dire que l'opposition, en tout cas le système politique était un système politique aguerri. Alors, il y a un président qui vient, qui dit, ce système politique est ringard, ce système politique ne vaut absolument rien. Je vais maintenant pour mettre en place un système politique qui est mon système politique et qui va servir de tremplin pour vraiment pratiquement prendre le pays en otage. C'est ça, on ne va pas vous couper, M. Khan. Parce qu'on a entendu le président recevoir les diplomates accrédités là-bas, leur dire que vraiment, il faut cesser de dire que le Bénin est un modèle de démocratie, parce que lui, son analyse, c'est que le Bénin était un modèle de corruption, ce qu'il a combattu avec la CREI qu'il a mise en place. Est-ce qu'on ne peut pas... en fait, est-ce qu'il n'a pas raison de dire ça? Pas du tout. Je ne trouve pas qu'il ait raison à ce niveau-là. Et je reviens un peu sur comment il a organisé son système. Comment peut-on comprendre dans un pays démocratique que le président de la République nomme à la tête de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire l'instance qui est chargée de réguler le bon fonctionnement des institutions, son propre avocat? Très bien. Non, Comment je vous coupe. sur ce point, si vous Oui, permettez, non, le président de la Cour constitutionnelle n'est pas nommé par le chef de l'État. Il n'est pas nommé. 2 secondes. Okay. On a un problème technique là. On va prendre un militant de l'opposition chez vous au Bénin pour des raisons techniques. C'est M. Donclan Abelo. Bonsoir, M. Donclan. Bonsoir à vous, monsieur le journaliste. Et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous demander comment est-ce que vous avez vécu cette journée de scrutin chez vous en tant que membre de l'opposition? Non, mais chez nous, il n'y a pas eu de scrutin. Notre position est très claire depuis, même pour l'élection d'un chef de quartier, on a beaucoup plus d'engouement. Donc, notre position sur cette situation était claire depuis le début. Les conditions ne sont pas réunies pour participer à des élections en face du président Patrice Talon. Et donc, vous comprenez que l'opposition, non seulement a été totalement exclue, mais le président lui-même a choisi ceux qu'il doit rencontrer en face. Donc, on n'a pas eu droit à une compétition. Lorsque je suis votre émission et que j'écoute le journaliste qui dit que l'opposition n'a pas anticipé, je veux bien qu'en faisant de pareilles affirmations, qu'on nous donne les raisons pour lesquelles on le dit et à quel niveau l'opposition n'a pas anticipé. Lorsque vous avez dans une Assemblée nationale 83 députés sur 83 pour un même président de la République,
et que ce soit cette Assemblée qui conduit les réformes politiques, à quel niveau l'opposition peut-elle anticiper sur les conditions de participation à une élection? Donc, c'est trop facile de dire que l'opposition n'a pas anticipé. L'opposition a été exclue de bout en bout parce que le président lui-même, qui s'est dit au départ compétiteur né, n'a pas voulu de la compétition et il a posé un postulat au début de ce premier mandat. Il a dit clairement que lorsque vous voulez avoir un deuxième mandat, vous n'avez pas besoin de résultats, vous n'avez pas besoin de bilan. Ça dépend de comment vous tenez les grands électeurs, ça dépend de comment vous tenez les partis politiques, ça dépend de comment vous tenez les leaders d'opinion. Et c'est cela qu'il a déroulé, exactement comme plan. Donc, il n'y a pas d'anticipation possible de l'opposition dans un environnement pareil, dans un contexte pareil. Alors, ce qu'il faut retenir simplement, c'est quoi? C'est que le Bénin a tourné dos à la démocratie parce que nous n'avons pas eu d'opposition qui permette à tout le monde, n'est-ce pas, de participer et donc de challenger le président Patrice Talon. Donc, c'est très clair pour nous par rapport à ce plateau. Donc, quand vous regardez ce qui s'est passé dans le pays, vous vous rendez compte que les populations ne se sont pas senties concernées par les élections. Les populations ont été privées de leur droit de choisir librement leurs dirigeants. Ça saute à l'œil. Et je suis d'accord avec celui qui dit que dans un contexte pareil, le président Patrice Talon aura du mal à gérer quelques mandats que ce soit. On est dans une insécurité totale pour le futur. Très bien. Oui, on va vous relancer rapidement. Donc, vous-même, vous êtes de l'opposition, votre candidat n'a pas pu prendre part à ces élections. Mais en fait, la question qui me taraude un peu, c'est est-ce que l'opposition n'a pas de responsabilité face à ce qui se passe? Parce que aussi, on sait que vous êtes totalement divisé et avec la division, vous ne pouvez pas faire face à M. Talon qui organise son système avec une facilité déconcertante. Non, mais voilà le débat que certains font quelquefois. Ça nous pose un problème parce que nous ne savons pas ce qu'on appelle division, ce qu'on appelle unité. Non, l'opposition est plurielle, comme nous le disons. Même dans le camp de la mouvance présidentielle, le président a un parti unique, mais scindé en plusieurs partis. Donc, et qui donne l'impression ou le sentiment d'être des partis opposés. Dans quel pays vous avez vu les républicains et les progressistes appartenir à un même chef d'État? D'accord? Donc, c'est ça le problème. Donc, dans un système où nous avons un pouvoir qui a infiltré tous les réseaux, un pouvoir qui installe des taupes un peu partout, vous ne pouvez pas demander à l'opposition de s'asseoir et de prendre des stratégies communes. Ce n'est pas possible. L'objectif est commun, les stratégies ne sont pas communes. C'est tout. Donc, quand on parle de l'unité de l'opposition, on a essayé. Mais lorsque vous essayez de faire l'unité, lorsque vous essayez de vous asseoir ensemble et de définir des stratégies, et que parmi vous, il y a des gens qui sont démarchés ou qui sont payés pour vendre toutes les stratégies et tous les plans, vous ne pouvez pas continuer à persister dans cette stratégie. Nous sommes en politique. Donc, quand on parle d'unité de l'opposition, l'opposition n'est pas désunie, l'opposition est plurielle, l'opposition a un objectif commun et nous avons des stratégies différentes. L'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif. Voilà, M. Abalo, on va vous reprendre tout à l'heure. Notre technicien va vous reprendre tout à l'heure pour continuer la discussion. Alors, ce qu'on a retenu de ce qu'il vient de nous dire, M. Lando, c'est que le président de la République béninoise a donc assassiné, entre guillemets, la démocratie chez vous. Est-ce qu'il a raison ou pas? Avant de répondre sur la question de l'assassinat, je vais bien rebondir sur ce qu'a dit M. Kasséjian. M. Khan, autant pour moi. Au Bénin, on ne nomme pas le président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle est élu. Mais qu'est-ce qui se passe? Si mes informations sont actualisées, le président de la République propose 3 personnes. L'Assemblée en propose 4. Et c'est ces 3-là qui, réunis, élisent le président. Le président a la majorité à l'Assemblée. Ça veut dire que les 4 qui viennent de l'Assemblée, les 4 qui viennent de chez lui, c'est lui qui les propose. Mais ce que les gens oublient, c'est que quand Talon était venu pour ces 2 premières révisions qui ont échoué, Talon, il a dit... Nous avons un système d'hyper-président. Le président, il est trop puissant. Le président ne peut pas nommer les responsables des institutions qui sont censées le contrôler. Et il a dit, quand la révision a échoué pour la 2e fois, Talon a dit, j'ai proposé dans ma révision que le président de la Cour constitutionnelle, le processus soit changé.
Les gens ont rejeté. Dans quelques mois, le président de la Cour qui est là va partir. Je vais nommer celui que je veux. Et après, les gens vont s'en prendre à moi. Donc, c'est pour dire que moi, je dis Talon, c'est le fruit de l'échec de la classe politique béninoise. Est-ce que vous êtes en train de voir les images qui sont en train de passer? Les centres de vote étaient désaffectés. Hein? Oui, je suis d'accord avec vous. Les centres de vote étaient vides. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, votre correspondant l'a dit, qu'on le veuille ou pas, je le disais, Talon n'est pas le seul homme politique du Bénin. Donc, des gens... Est-ce qu'il ne faille pas refaire les élections? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas qu'il faille refaire les élections. Maintenant, pour rebondir sur l'intervention de M. Abalo, il a dit lui-même, nous avons des taupes qui ont infiltré l'opposition. Mais M. Abalo, il représente un parti qui, par exemple, est cohérent avec sa position. Je vous disais que M. Adjavon Lafade, il est le seul qui a le statut d'exilé politique parce qu'il a demandé et obtenu. Est-ce que les autres, à leur niveau, est-ce qu'ils ont fait cette démarche-là, ceux qui se disent être en exil, premièrement? Deuxièmement, l'USL de Sébastien Adjavon n'a même pas proposé de candidat à l'élection présidentielle parce qu'il n'était pas d'accord avec cette démarche-là. Donc je pense que si on a une opposition cohérente, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous ne prêtez pas le flanc. C'est parce que l'opposition a prêté le flanc que le pouvoir a su jouer son jeu. Et je le dis, je le répète, le pouvoir en place n'est pas là pour faire copain-copain avec l'opposition. Maintenant, pour terminer, moi, en ma posture de journaliste et en ma posture d'observation de la chose politique, au-delà de parler de démocratie et tout, le président Talon, il a un mérite. C'est qu'il dit là où il va. Talon a dit publiquement, pour moi, l'image de bon élève de la démocratie du Bénin ne passe pas avant le développement. Il l'a dit. Donc ça veut dire que lui, il préfère dérouler développement que de parler démocratie. Maintenant, moi, en tant que citoyen béninois, alors là, c'est le citoyen qui parle, c'est bon. On dit le Bénin a été durant 10 ans, durant 30 ans, modèle de démocratie. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Mais imaginez, le président l'a dit lui-même, et c'est un secret de polichinelle pour tous les Béninois, pour faire passer une loi à l'Assemblée, il faut négocier avec chaque député qui est président de son parti, il n'a réussi que se faire élire. Donc, la réforme du système partisan est une bonne chose en soi. Très bien. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi, M. Khan? Non, pas tout à fait. Non, laissez-moi, vous êtes d'accord avec moi, M. Khan, que quelqu'un qui est au pouvoir ne fait pas des réformes qui vont le desservir. Malheureusement, c'est la réalité africaine. Voilà, il faut vous répondre. Oui, mais le problème des réformes démocratiques pose le problème du consensus. On ne peut pas réformer un système politique contre les acteurs du système politique. Vous êtes dans un pays qui en a fait l'amère expérience à plusieurs reprises. Et la meilleure réforme qu'on a eue, c'est celle que tout le monde avait acceptée. On est allé à l'élection et il y a eu la première alternance au Sénégal. Donc, dire aujourd'hui que ce que Talon fait est bon, pour moi, c'est dangereux. Je n'ai pas dit que c'est bon. Ah. Non, je n'ai jamais dit que c'est bon ce que Talon fait. Même vous dites que vous comprenez Talon. Ouais. Alors, si vous comprenez Talon, mais vous comprenez une tendance autoritaire d'un régime qui était à l'origine démocratique. Talon est venu au pouvoir par le biais d'un système démocratique que lui-même est en train maintenant de démanteler. Deuxième chose, on ne peut pas créer un système politique dans lequel le président est l'alpha et l'oméga de tous. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne nomme pas directement le président du Conseil constitutionnel, mais que par le jeu des majorités, il arrive au même résultat. Voilà. Deuxièmement, pourquoi avoir mis en place un système qui permet au président de la République de choisir ses opposants, de choisir ceux avec qui il va compétir? Comment pouvez-vous expliquer qu'on soit dans un système politique où la majorité présidentielle, le président, tous les députés, les 100 députés, de près ou de loin, sont de la majorité présidentielle. Tous ceux qui gèrent les municipalités dans le pays sont pratiquement du camp présidentiel. Donc, on est dans un système où c'est le président qui décide de tout. Et ça, ce n'est pas un système démocratique. Monsieur Lando, oui. En 2 secondes, vous répondez. On va reprendre Monsieur Abalo de Cotonou. Voilà, 2 minutes, 2 secondes. Oui. En fait, moi, je dis, je ne dis
pas que ce que Talon fait est bon, et je ne dis pas que je comprends Talon, mais moi, je dis que le Bénin mérite mieux. Moi, en fait, en tant que citoyen béninois, j'en veux à l'opposition. Pourquoi? Parce que vous savez, Patrice Talon, c'est un secret de polichinelle qu'il a été le bras financier du système politique béninois sur plusieurs années. Donc, il les connaît tous. Donc, quand il est venu, il s'est dit, ce système-là que je finançais pour, à la limite, peut-être déstabiliser le pouvoir qui n'était pas d'accord avec moi, si ce système demeure, j'aurai des soucis parce que d'autres vont utiliser les failles de ce système-là pour me déstabiliser. Donc, moi, j'estime aujourd'hui, au-delà de la personne de Patrice Talon, si un jour, et je sais que ça va arriver dans 5 ans d'ailleurs, ou peut-être, qui sait, peut-être dans 2 ou 3 semaines, si Talon quitte le pouvoir, le système qui est mis en place, si on a une opposition qui se structure, qui s'organise mieux, les trucs, on aura un système beaucoup plus équilibré. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons un président très fort qui contrôle tout le système, mais tel que la réforme est faite, si nous avons une opposition qui se construit, croyez-moi, on aura un jeu beaucoup plus équilibré et on n'aura plus du marchandage politique au Bénin. Très bien, Ladislas, on va retourner chez vous, au Bénin, avec M. Abalo, donc, qui est de l'opposition là-bas, un parti qui s'appelle USL, je crois. Donc, l'autre question qu'on aimerait vous poser, est-ce que vous avez des informations sur le niveau ou le ratio de participation à l'issue du vote d'aujourd'hui? Non, ce vote ne nous intéresse pas du tout. Vous allez constater que nous sommes restés en dehors du processus. Donc, les informations sur le taux de participation et tout le reste, honnêtement, ce n'est pas du tout d'intérêt pour nous parce que nous considérons que nous ne sommes pas dans un système normal. Alors, je trouve que c'est trop facile de rester sur un plateau de télévision pour dire qu'on en veut à l'opposition. C'est totalement facile parce que nous avons là en face un président qui a profité d'un système pour se hisser au pouvoir, un président qui est resté toujours homme d'affaires malgré tout ce qu'il a dit, un président qui ne respecte pas ses engagements, un président qui ne tient pas parole, parce que le président a dit, tout le monde l'a dit, pour 2016, son postulat était qu'il veut un mandat unique. Et il a dit, même si les réformes politiques ne passaient pas, il ferait le mandat unique pour montrer, n'est-ce pas, son exigence morale et son éducation. Et il ne l'a pas fait. Donc, à partir du moment où un chef d'État n'a pas de parole, ce serait que nous puissions constater que nous sommes totalement par terre. Et ça, c'est important de le dire. Lorsqu'on fait des réformes politiques sans consensus, lorsqu'on fait des réformes politiques avec un parti unique scindé en deux, lorsqu'on fait des réformes politiques avec une assemblée monocolore, lorsqu'on fait des réformes politiques avec une cour constitutionnelle dirigée par son avocat personnel, lorsqu'on fait des réformes avec un ministre de la Justice, avocat personnel du président de la République, lorsqu'on fait des réformes où la plupart des responsables d'institutions sont d'une région du pays et que le président de la République lui-même tient des discours régionalistes, mais qu'est-ce que vous appelez le système? Quel est le système qui est là? Il n'y a que la dictature. C'est le seul constat qu'il faut faire. Et donc, dans un régime dictatorial, aucune opposition ne prospère. Soit l'organisation faite, vous ne pouvez pas prospérer parce que vous n'êtes nulle part où les décisions. L'opposition n'est pas au niveau du COSLEPI. Donc, l'opposition n'a pas participé au toilettage de la liste électorale. Et donc, M. Abalo, voilà, vous pouvez répondre un peu, M. Ladislas, par rapport, il y a beaucoup d'interpellations. Il dit que le président, c'est un affairiste, il y a un discours régionaliste, il n'y a pas de parole stable, ça c'est sévère. Hein? Non, écoutez, moi, je ne vais pas juger le président de la République sur le respect ou non de sa parole donnée. Ça, c'est l'homme. Moi, je juge le président sur le respect de la Constitution du Bénin. Et je pense que la Constitution lui permet de faire un deuxième mandat. Et sur ce point, je n'ai pas de commentaire à faire. S'il n'a pas respecté sa parole, c'est lui en tant qu'homme qui n'a pas respecté sa parole. On peut lui faire tout le procès moral qu'on veut, mais moi, je n'ai pas à juger de la moralité d'une personne. Je juge par rapport au respect de la Constitution. Alors, M. Abala a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a intéressé. Il a dit
que ce soit le taux de participation, que ce soit, il ne s'y intéresse pas. Je vous dis et je le répète, j'en veux à l'opposition. Si toute la classe politique de l'opposition avait adopté cette posture, pensez-vous qu'on aurait élection actuellement? Il n'y aurait pas d'élection parce que Talon n'aurait pas pu aller aux élections seul. Mais quand vous n'êtes pas d'accord avec un système, vous n'êtes pas d'accord avec une réforme et que vous allez quand même candidater et après vous criez qu'il y a fraude, c'est vous-même qui avez prêté le flanc. S'il n'y avait pas eu de candidature de l'opposition, est-ce que, comme on se plaira à le dire, est-ce que Talon aurait choisi ses candidats? Moi, je dis non. Très bien. Et puis, c'est pas totalement... Une question. Ouais. Comment expliquez-vous alors que l'opposition ait fait appel à plusieurs chefs d'État de la région pour essayer de raisonner Talon, pour essayer de créer les conditions d'un dialogue à l'interne pour discuter du système démocratique qui exclut les principaux partis d'opposition? Comment vous l'expliquez? Parce que si cette opposition n'avait pas une posture républicaine, n'avait pas la volonté d'essayer de renforcer la démocratie béninoise, pensez-vous qu'ils auraient posé de tels actes? Très bien. Non. Sinon, j'aimerais poser une question pour dire que Patrice Talon, ce n'est pas totalement négatif. Parce qu'on a pu découvrir qu'il est arrivé à rationaliser les partis politiques. Il y en avait 200 là-bas. Maintenant, il y a une douzaine. Parce que la quantité, souvent, ça débouche sur le manque de lisibilité. C'est de l'anarchie même. Et voilà. Ça, c'est un. L'autre, il y avait des points de croissance. Sur ce point, vous savez... Bon, je suis un peu son avocat. Non, vous faites son avocat, mais ce n'est pas ça. Pour 2 minutes. Ouais. Ce que je veux dire, ce n'est pas de manière bureaucratique qu'on doit rationaliser les partis politiques. On doit rationaliser les partis politiques à partir de leur présence sur le terrain. Dans beaucoup de pays, c'est après des élections que l'on regarde comment les partis politiques se sont comportés et la loi détermine comment maintenant le système doit fonctionner. Mais ça ne doit pas être de façon bureaucratique que Talon décide qu'il doit y avoir 10 partis ou 12 partis. Ici au Sénégal, on l'avait vu, Senghor avait imposé 4 partis, avait même déterminé les courants politiques de ces partis. Donc vous voyez que ce système-là ne fonctionne pas. En tout cas, si on veut que le peuple participe au processus de renforcement de la démocratie dans nos pays. Donc le Bénin ne peut pas être un modèle pour le Sénégal qui compte 300, 400 Au contraire, partis. le Bénin copie sur le Sénégal. Le parrainage, ils l'ont copié ici. Et le parrainage, ça a même créé des problèmes ici au Sénégal. Actuellement, on est en train d'essayer de mettre un terme à ce système qui est inique, qui ne fait que favoriser ceux qui sont au pouvoir. La preuve, il a eu, grâce au parrainage, la possibilité de choisir avec qui il allait participer à l'élection présidentielle. Très bien. Très bien. Après, il y a certains qui disent que... Moi, ce qui me pose problème, c'est quand vous affirmez que Patrice Talon a fait les réformes de façon bureaucratique. Quand on observe le processus, la réforme du système partisan a été votée par une assemblée qui n'était pas majoritairement Talon. Cette assemblée, Talon a été élu avec une assemblée qui était majoritairement, je dirais peut-être Yahi, ou en tout cas assez équilibrée. Donc, toutes les réformes qui favorisent aujourd'hui le fait que Talon ait choisi ses candidats, comme vous le dites, ces réformes-là ont été votées par une assemblée qui n'appartenait pas à Talon seul. Du moment où vous votez ces réformes-là, maintenant, au lieu de vous adapter à ces réformes-là, vous revenez pour maintenant dénoncer ces réformes-là, premièrement. Deuxièmement, quand vous prenez le système du parrainage, il se dit, je n'en ai pas la preuve, que l'un des candidats phares qui aurait été exclu de cette élection, qui est un éminent constitutionnaliste du Bénin, aurait fait partie de la commission qui a proposé ce système de parrainage. Alors moi, je le dis et je le répète une fois, les réformes en soi, les réformes du système partisan et tout ce qui va avec en soi, les réformes ne sont pas mauvaises. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les réformes servent une seule personne et nous avons une opposition qui mène des batailles circonstancielles. Je vous dis, l'élection de 2026 un instant s'il vous plaît, l'élection de 2026 va se jouer en 2023 parce que nous allons renouveler le Parlement en 2023. Alors si l'opposition ne s'organise pas dès maintenant
pour avoir des élus à l'Assemblée en 2023, en 2026, nous allons assister au même scénario. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je veux d'une opposition qui anticipe et qui s'organise, ou au mieux, fasse comme le parti de M. Abalo, ne participe à rien. J'aimerais bien que vous dialoguiez un peu, mais dans la courtoisie avec M. Abalo, qu'on va reprendre tout de suite, en lui posant cette question. Est-ce que vous allez reconnaître demain la victoire et la nouvelle magistrature suprême de M. Patrice Talon, M. Abalo? Mais nous sommes toujours cohérents. On n'a pas reconnu des élections, on a été exclu des élections, donc de fait, on ne peut pas reconnaître un autre mandat du président Patrice Talon. Mais avant de vous répondre, moi, je souhaiterais quand même qu'on reste accroché à la réalité. Il y a trop de contre-vérités que notre ami Lando est en train de dire. Lorsqu'il parle de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale qui était sous le président Boliaï, dès que le président Talon est venu, mais la plupart des députés ont rejoint le président Talon. Parce que justement, les gens ne s'habituent pas, n'est-ce pas, à ne pas continuer à manger à la source. Donc déjà, à ce niveau, le président Talon contrôlait l'Assemblée nationale. Lorsqu'il dit que le professeur Joël Aïvo fait partie des experts qui ont proposé ce type de parrainage, mais c'est archi faux. Le type de parrainage proposé par le professeur Aïvo, ce n'est pas ce qu'on a fait là. Ce n'est pas le parrainage qui amène simplement 150 personnes ou 160 personnes à décider de qui doit être candidat à l'élection présidentielle. Et que sur les 150 ou 160 personnes, le président de la République est tous les parrains. Mais le professeur Joël Aïvo n'a jamais proposé ce type de parrainage. D'accord? Dans certains pays, il y a le parrainage, mais c'est la forme de parrainage qui pose problème. Et la forme de parrainage mise en œuvre nous montre clairement que c'est le président Talon qui a choisi, n'est-ce pas, à travers ses parrains, les candidats qu'il va rencontrer à l'élection présidentielle. Donc, il faut restituer la vérité et ne pas continuer à dire que l'opposition n'est pas organisée ou n'a pas anticipé. Ce n'est pas une réalité du tout de l'environnement politique de notre pays, le Bénin. Alors, si le président Talon, après avoir fait son premier mandat, est très sûr de ce qu'il a fait, est très sûr de son résultat, le minimum, c'est d'ouvrir la compétition et de battre les gens. Lorsqu'on dit que le président Talon, on ne peut pas s'accrocher à la parole de chef d'État, mais c'est très grave. Un chef d'État, c'est une autorité morale. Sa parole doit être une parole morale. La parole publique doit être respectée. Nous ne refusons pas au président Talon de briguer un second mandat, mais qui n'empêche pas les autres de briguer également un mandat, qui n'empêche pas les autres d'aller à la compétition. D'accord? La Constitution lui permet d'aller à un deuxième mandat, oui, mais qu'il permette à d'autres de compétir avec lui. C'est ça le jeu démocratique. Donc, quand on n'a pas fait ça, c'est trop facile de venir dire que, le président, on ne peut pas s'accrocher à la parole de chef d'État. C'est archi faux. Très bien. Quand on a toutes ces considérations-là, on se rend compte que, nous sommes dans un système qui a été totalement caporalisé. Et à partir de cet instant, on ne peut pas reconnaître des élections avec un si faible taux de participation. Jamais connu dans l'histoire politique du Bénin, avec des violences aussi claires où on a tiré à balles réelles sur des populations. Mais quelles sont les réformes qui sont mortifères? Les réformes politiques qui tuent les populations? Avez-vous jamais vu ça quelque part? Donc on ne peut pas dire que parce qu'on a le pouvoir aujourd'hui, on fait des réformes avec sa classe politique, des réformes qui ne sont pas consensuelles, des réformes qui appellent à tirer sur les Béninois, des réformes qui appellent à tuer des gens, des réformes qui appellent à envoyer des gens en exil, des réformes qui amènent à remplir les prisons. Mais c'est ça que vous appelez réforme politique? Non, Abalo, je crois qu'il faut être responsable, n'est-ce pas? Et voir qu'on a trébuché quelque part, on est tombé et que le Bénin est dans un recul démocratique jamais enregistré dans l'histoire de son pays. Ce n'est pas quel bonheur on a à diriger un pays où les gens ne sont même pas sortis pour aller voter, où vous n'avez même pas de légalité parce que le président est illégitime dans un contexte pareil. Ladislas va vous répondre. Première clarification que j'aimerais faire à l'endroit de M. Abalo, j'ai dit, et je l'ai mis au conditionnel, que le professeur Frédéric Joël Aïvo aurait fait partie de ceux qui ont proposé le parrainage. Je n'ai pas affirmé et je n'ai pas dit qu'il a proposé le parrainage sous cette forme-là. Voilà. Alors, M. Abalo même vient de le dire. Il dit que quand le président Talon est venu, la plupart des députés l'ont rejoint parce qu'ils ne supportent pas de ne pas manger à la table. C'est le problème. Moi, c'est mon problème. Si nous avons une classe politique, une opposition à la limite alimentaire,
qui rejoint un chef. Quand le chef est là, on ce n'est rejoint le ce n'est camp pas du chef. l'opposition. Mais Vous n'avez pas dites-moi, compris. quand est-ce que, Ceux qui ont même quand Talon va partir, quel Talon, que ce soit n'était le pas président l'opposition. qui C'était viendra, la on mouvance aura de ce même Bouniaï. problème parce qu'on aura une opposition qui veut toujours manger à la table. Moi, je dis, entrer en politique, à la limite, doit être par conviction. Ouais. On a une ligne éditoriale pour parler en journaliste. On a voilà une façon de concevoir les choses et on défend cette façon de concevoir les choses. Mais si c'est qu'il faut aller à gauche pendant que le pouvoir est à gauche, aller à droite pendant que le pouvoir est à droite, il y a un problème et c'est ce que je reproche à l'opposition. Je vais toujours le dire. Je suis désolé, monsieur Abalo, mais vous le savez, je le dis, je le répète. La preuve est que vous, en tant que parti d'opposition, vous n'avez pas été à ces élections-là, mais c'est parce que vous êtes resté cohérent. Et il faut que l'opposition béninoise reste cohérente. Nous avons une opposition qui n'est pas cohérente. Je vais vous donner un exemple très simple. Ouais, rapidement, après il va vous répondre. Voilà, quand nous prenons les démocrates ont dénoncé le système de parrainage. Mais ils ont toujours affirmé qu'ils n'iront pas aux élections. On ne sait pas quelle alchimie, à quelques semaines de l'élection, ils commencent à préparer un candidat pour une élection. Après, il y a une scission entre eux. Des gens, la veille du dépôt de la candidature, à quelques jours, ont été exclus du parti. Et c'est ceux-là qui ont formé les duos, qui sont partis. Parce que quand nous sommes dans le jeu politique, et quand nous sommes dans le jeu politique, chacun utilise les armes qu'il a à sa disposition. Donc nous ne pouvons pas reprocher à la partie adverse d'envoyer des taupes dans l'autre camp et de saboter le plan de bataille de l'autre camp, en fait. Donc moi, contrairement à M. Abalo qui est de l'opposition, moi je ne suis ni d'opposition ni pro-Talon, mais moi, en ma qualité de citoyen, je dis et je répète que les réformes sont salutaires, mais nous avons un problème avec notre classe politique. Et Talon va partir un jour, et si on continue à avoir une opposition des hommes politiques qui rejoignent le camp qui a le bol de soupe, croyez-moi, on aura toujours la transhumance, comme on appelle ici, même voilà, si exactement. le terme n'est pas noble. Monsieur Abalo, donc, il vous a encore rendu responsable de ce qui se passe, disant que l'opposition béninoise n'a pas de colonne vertébrale, il n'y a pas de conviction. Est-ce que c'est la vérité là-bas? Non, je vais également lever un autre amalgame. Ceux qui ont rejoint le président Patrice Talon à son avènement n'étaient pas de l'opposition. C'était la mouvance de Bouniaï. D'accord? Et vous n'oubliez pas que le président Patrice Talon a fait 7 ans des 10 ans de Bouniaï. Donc, c'est aussi clair que ça. C'est une même équipe. Le président Talon lui-même l'a dit. Depuis 30 ans, il finançait la classe politique. Depuis 1990. Donc, il a retrouvé des amis à lui qui étaient avec Bouniaï. Et à partir du moment où Bouniaï n'est plus président de la République et qu'il a fini ses 2 mandats constitutionnels, et donc ils sont avec Talon. Ce ne sont pas les opposants qui ont rejoint Talon. Ça, c'est l'amalgame qu'il faut lever encore. Il faut dire que c'est encore trop facile de dire que l'opposition n'a pas de colonne vertébrale. Nous sommes dans un système où l'administration, regardez-moi très bien et écoutez-moi très bien, c'est l'administration qui décide, n'est-ce pas, de l'existence des partis politiques. Ce n'est pas possible. Les partis politiques, ce sont des associations de loi 1901. C'est le ministre de l'Intérieur qui lui-même est partisan, membre de partis politiques, responsable de partis politiques. C'est lui qui autorise l'existence des partis politiques. Donc, il a autorisé l'existence des partis qu'il voulait. Et c'est pour ça que l'USL, mon parti, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'a pas obtenu ce récépissé parce que le ministre de l'Intérieur ne le veut pas. Alors, vous êtes dans un système pareil, vous voulez que l'opposition fasse quoi? Est-ce que c'est l'opposition qui est dans l'administration? Est-ce que c'est l'opposition qui est représentée à la Sénat? L'opposition n'est pas représentée au COSDEPI. L'instrument, l'organisation qui corrige la liste électorale, aucun membre de l'opposition. Nous ne savons même pas comment cette liste électorale a été corrigée. Et vous voulez qu'on fasse comment? Nous n'avons pas de communication sur la liste électorale, on ne l'a pas publiée à temps. Nous ne savons pas le nombre de bureaux de vote, ni le nombre de centres de vote, parce que l'opposition n'est représentée nulle part. L'opposition n'est pas représentée à la Commission électorale nationale autonome. L'opposition n'est représentée dans aucune organisation, aucune structure d'organisation et de contentieux des élections. Monsieur Lando, est-ce que vous reprochez à l'opposition? Donc, c'est encore une fois trop facile de venir dire que l'opposition est désossée, qu'elle n'est pas structurée. Pas du tout. D'accord? Mais aujourd'hui, le président de la République, le président Talon, il a reconnu lui-même, pendant 30 ans, il finançait, alors qu'il n'était pas président. Aujourd'hui, il est président.
il a le trésor public, il continue de financer. Et vous pensez que dans un système comme ça, l'opposition a voix au chapitre? Ce que nous demandons au président, c'est de laisser le débat politique se faire et de laisser l'opposition être représentée là où elle devrait. La réforme du système partisan que le président, enfin, le système partisan que le président a voulu trouver, donnait la possibilité à l'Assemblée nationale d'avoir l'opposition et la mouvance, d'avoir une minorité ou une majorité, d'avoir le représentant de l'opposition ou les représentants de la mouvance. Aujourd'hui, on n'a rien. Tous les 83 députés sont de la mouvance présidentielle. Les lois sont votées à l'Assemblée nationale, notamment le président de la Cour constitutionnelle et l'avocat personnel du président de la République. Quand on vote les lois à l'Assemblée nationale et qu'on envoie à la Cour constitutionnelle, les lois passent. Vous voulez que l'opposition travaille comment à ce niveau-là? Un président qui a prêté serment pour finir son mandat le 5 avril, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle lui a dit « Monsieur le Président, nous vous renvoyons à vos fonctions jusqu'au 5 avril. » À la date du 5 avril, il est encore en poste. Et vous pensez que c'est normal que le président, on lui poursuive son mandat de 45 jours? Il ne nous reste que 10 à 15 minutes. Et par une assemblée monocolore. Je ne sais pas ce que vous défendez. Avant de vous laisser vous reposer, est-ce que demain vous seriez prêt donc renouer un peu le dialogue avec le pouvoir, compte tenu du contexte régional, avec l'instabilité, le terrorisme et toutes les menaces asymétriques que nous sommes en train de vivre dans la sous-région? Mais l'opposition n'a jamais refusé le dialogue, au contraire. L'opposition a toujours demandé le dialogue. Et tout le monde sait qui refuse le dialogue. Si on avait dialogué, si on avait discuté entre nous, on n'aurait pas ce résultat auquel nous sommes parvenus aujourd'hui. Donc, le dialogue, c'est ce que l'opposition a toujours demandé, n'est-ce pas, pour que nous puissions repartir sur de nouvelles bases, pour que le Bénin puisse être vraiment démocratique comme il l'a toujours été. Mais ceux qui ont refusé le dialogue, ceux qui n'ont jamais écouté la partie adverse, tous ceux qui prennent les propositions de l'opposition comme chimériques, c'est eux qui ont foncé tête baissée et qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, avec des morts, n'est-ce pas, et avec des scrutins de ce type. Donc nous, comme on le dit souvent, et comme on continue de le dire, nous n'avons jamais refusé le dialogue, monsieur le journaliste. Et nous sommes là, on va voir la suite, on observe, mais franchement, on a mal pour ce qui se passe pour le Bénin. Et je voudrais, au nom de mon parti, avoir une pensée pour tous ceux qui ont laissé leur vie dans ce combat, parce que malheureusement, des gens ont laissé leur vie, des gens sont en exil, des gens sont en prison. Figurez-vous que sur les 72 dernières heures, on a arrêté énormément de jeunes et de femmes en prison. Les prisons béninoises sont pleines aujourd'hui. Mais quelles sont ces réformes politiques qui conduisent à priver de liberté des citoyens parce qu'on veut rester au pouvoir? C'est ça le vrai débat. Donc, arrêtez de faire un procès à l'opposition. Le contexte ne permet pas à l'opposition de prospérer. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Abalo, et bonne soirée chez vous. Non. Oui, mais 2 secondes, parce que... Moi, je comprends M. Abalo. Ça fait 10 minutes que M. Khan n'a pas parlé. Qui ne peut pas lâcher voilà, ses condisciples de l'opposition. Mais je le dis, je le répète, le président Sébastien Adjavon, il est de l'opposition. Mais est-ce que le président Sébastien Adjavon est sorti, par exemple, pour appeler les gens à manifester, tel que certains membres de l'opposition l'ont fait? Et voilà, en fait, moi j'ai l'impression qu'on envoie les pauvres citoyens à l'abattoir, en fait. Donc, si la classe politique prend ses responsabilités, mène ses batailles, on n'aura plus à envoyer les pauvres citoyens à l'abattoir et tout. Et je le dis, monsieur, donc là, ne peut pas lâcher ses amis de l'opposition, mais voilà, eux, ils sont restés cohérents. USL est resté cohérent. Ils ne sont pas allés aux élections, ils ne sont allés à rien. Candidat Azanaï est resté cohérent. Il n'a été candidat à rien. Il n'est allé à aucune élection. Mais les autres membres de l'opposition, et lui-même le dit, il dit, le président Talon a financé depuis 30 ans. Donc quand il est venu, les gens l'ont reçu. Il a dit que c'est l'argent qui gouverne le Bénin. Et vous êtes d'accord avec moi qu'un pays que l'argent gouverne ne peut pas prospérer? Ah oui, c'est ça. Donc on va retourner du côté de M. Khan. Donc, en fait, la question, c'était ça. Est-ce que le Bénin peut se payer le luxe de l'instabilité compte tenu du contexte lourd de menaces dans la sous-région? Pas du tout, pas du tout. Et c'est vraiment pour cette raison, moi, que j'en appelle à la CEDEAO
et j'en appelle aux États voisins du Bénin. Pendant tout ce qui s'est passé ces derniers jours et ces dernières semaines, la CEDEAO est restée silencieuse. Alors que par le passé, chaque fois que, même avant même l'élection, la CEDEAO quand même jetait un regard particulier sur les États de la sous-région et donnait son avis sur le niveau de préparation, sur la situation. Elle ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Deuxième chose, c'est que la violence gagne pas seulement la capitale, mais la violence gagne l'intérieur du pays et surtout gagne des régions qui sont frontalières à d'autres qui sont déjà dans une situation difficile. Donc, pour moi, il est temps que le président en exercice de la CEDEAO, qui est le président Akufo du Ghana, et que le grand voisin nigérian puisse quand même parler à haute voix et faire comprendre aux acteurs béninois que le temps n'est plus à la pagaille, si je puis m'exprimer ainsi, qu'il faut trouver les moyens de faire quelque chose. Je veux également dire que la CEDEAO a des mécanismes, surtout en interne, qui doivent quand même être mis en œuvre maintenant, en tout cas déployés sur le terrain des délégations pour que l'on puisse vraiment trouver une solution à cette crise. Parce que l'élection est passée, on va avoir les résultats peut-être dans 2-3 jours, mais la crise pour autant n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Et donc, il faut trouver une solution rapide à cette situation. waaw fu mu nekk nii sans transition léegi lu yées juróomi simili moo des ci émission bi. dañu koy jagleel wolof bi ñu xool léegi Bénin fan la war a jëm ak élection mooy jongante ñu génn tey. xam naa Ladislas moom wolof bi nekki mais dinañ ko laaj tuuti. sama wolof bi dafa compliqué de. ñaata nga fi def Sénégal 5 ans. loo doon def fii da nga doon jàng. journalisme rek. ah d'accord. waaw kon dégguloo wolof bu baax. wala yaa ngi jàng non maa ngi jàng tuuti mais léegi sama wolof bi c'est. waaw léegi dañ lay ñaan rek nga wax ñu rapidement résumé. ok seen journée vote bi noo ko gisee nekkuloo sa dëkk waaye est-ce que am nga ci en fait lan nga ci xalaat qu'est-ce que vous en pensez en wolof waaw. ça serait très compliqué. waaw mais jéemal tuuti rek comme ça après ñu terminer ak. Bénin. waaw sama dëkk la. jàmm laa bëgg pour Bénin. maa ngi ñaan suñu kilifa. suñu président suñu opposition ak suñu population et comment on appelle ñu ànd quoi. ñu tey sa xol sedd na sa xol et voilà pour que suñu dëkk am jàmm. Très bien, merci beaucoup Ladislas. Donc c'est un joli fin mot. Donc ñu waxtaan tuuti ak monsieur Kane ci wolof léegi Bénin li fa xew tey yéen en tant que aussi waa fondation nag ngeen ko gisee est-ce que dafa andi njàqare ci seen bët. xam nga Bénin ñun ñëpp dañu rafetlu woon démocratie bi nekk ci Bénin parce que boo gisee tey démocratie law ci dëkku Afrique de l'Ouest Bénin moo tax ci année 1990 Bénin moo fi jëkk am benn ndaje bu nga xam ni ci la démocratie sanc ci biir dëkk boobu te bi ñu gisee li béninois yi liggéey ba sanc démocratie ci seen dëkk ñeneen ñëpp dañu def même chose dañu jéem a def li Bénin defoon dëkk boobu nag bu ñëwee tey di organiser élection ba muy am ay xeex ba muy am ay nit yuy dee parce que ba tey dégg nañu am na ñaari nit ñu nga xam ni faat nañ leen donc loolu mënuñu ko rafetlu ñun nag dañu mun a bugg a ñaan président bi ci boppam bu élection bi passé bu weesoo bu demee ba ñu ne léegi moo jël ndam bi mu diisoo waa opposition bi ndax jàmm bu amulee Bénin dina xaw a metti ci ñun ñëpp parce que Bénin dëkk yu ko wër yëpp dañu am problème. Très bien. que muy Nigéria muy Niger muy Burkina Faso même Togo bi nga xam ni ñoom lañ gën a jegeel ñoom ñëpp dañu am ay problème donc loolu bu ñu amulee jàmm ci Bénin
day gën a soxal day gën a mettil situation bi te loolu kenn bëggu ko ci. Voilà merci beaucoup Pape Ibrahima Kane donc yow nekkoon nga suñu invité fii tey ci ITV pour édition spéciale bi ñu doon def ñu ngi fàttali que waa nga spécialiste nga foofu ci lépp lu jëm ci sous-région bi merci beaucoup Ladislas. Merci beaucoup ñu ngi lay gërëm bu baax waaw. et puis bonne chance pour la suite également. Merci. Et puis depuis le Cotonou amoon nañ fii donc clan Abalo nga xam ne ci opposition bi la bokk foofu ak suñu nattangoo Salomon Dessou nekk journaliste foofu nga xam ne mooy suñu correspondant fii ci E-Media ñu ngi remercier di jaajëfal donc Dami Youm pour la technicité ak Laye Ndiaye Abdoulaye Ndiaye réalisation Ibamar Diop pour le son ak Bara Sow pour la caméra Khalifa Diakhaté la coordination donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant émission yi ñu ngi continuer Sékou Seydi ci sport bi léegi dina ñëw ñu ngi leen di ñaanal ngeen fanaan yéen ñëpp ci jàmm bonsoir.